Merci Roland, et moi aussi je vais citer Chirac. Notre maison brûle, comme disait Chirac, et nous regardons ailleurs. Tout brûle. L'Amazone brûle, comme chaque année, ils en font une crise internationale. Rouen et Notre-Dame brûlent, et ils minimisent la chose pour masquer la catastrophe nationale. On caillasse les pompiers, on assassine les policiers, des hommes se marient, et des femmes mariées entre elles achètent un bébé en Ukraine ou en Inde, et beaucoup de nos députés approuvent. Le pape inaugure un monument à la gloire des migrants, décrète le métissage mondial et préfère l'Amazonie au Christ. Les caisses sont vides, la dette explose, les retraites sont en lambeaux, les jeunes n'ont pas de travail, les vieux n'ont pas un sou. Un système social conçu avec des frontières s'effondre sans elles. Les agriculteurs se suicident. La Cour de cassation et le Conseil d'État prennent le droit de condamner à mort un innocent. C'est l'incendie général. La France brûle, l'Europe brûle, les lois et les institutions brûlent, les us, les mœurs et les croyances sont carbonisées. Ça finit par se voir, par se dire, et par se savoir. Alors, que faire, me direz-vous? La question est bonne, mais elle vient trop tôt. Posons d'abord la question de Foch. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cet incendie général? Parce que tous les feux ne s'éteignent pas de la même manière. Si c'est le blanc de bœuf pour les frites qui brûle, surtout ne jetez pas d'eau dessus, ça aggraverait les choses. Si c'est un puits de pétrole, laissez tomber les extincteurs de poche. Donc, inutile de dresser un plan d'action tant qu'on n'a pas nommé proprement ce qu'on a devant les yeux. Diagnostic d'abord. Mon opinion est que ce cauchemar n'est pas fortuit. Il a été voulu et organisé. Un exemple, l'immigration, dont on parlait tout à l'heure, l'invasion, le grand remplacement, tout le monde est d'accord. La première affiche du Front National, en 1973, disait déjà « avant qu'il ne soit trop tard ». Tout le monde est d'accord aussi que l'islam aggrave la chose. Mais pour donner son juste sens au phénomène, il y a 3 erreurs à éviter. La première est de mettre trop l'accent sur l'islam. Je ne le défends pas, je dis qu'il est utilisé de manière perverse. Le problème, c'est l'immigration. La deuxième erreur, se focaliser sur les migrants. C'est la partie ostensible de l'iceberg. Pour mesurer l'invasion, il faut calculer l'intégrale de ceux qui sont venus et de ceux qui sont nés depuis 50 ans. La troisième erreur serait de croire que la pression démographique dont parlait tout à l'heure Jean-Marie Le Pen est fortuite. Ce n'est pas du tout le produit d'une évolution naturelle. Les premières lois qui ont été prises en France pour favoriser l'invasion et faire régresser notre propre natalité remontent aux années 70. Donc le grand remplacement est une sorte de, je dirais, de détail important d'autre chose. Alors, quoi? Voyons les choses dans leur ensemble. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas d'hyperlibéralisme. L'homme ne provoque nulle catastrophe climatique. Il n'existe ni déclin naturel de l'Occident, ni évolution inéluctable des mœurs, ni migration mondiale due aux guerres, au climat ou à la pression démographique. Il y a en revanche une révolution mondiale totale et totalitaire que j'appelle la révolution arc-en-ciel. Elle est mondialiste. La pensée qui l'amène tend à faire de la planète un seul espace politique, moral et juridique. Elle veut créer un homme nouveau sur une terre nouvelle, avec de nouvelles mœurs, de nouvelles croyances, de nouvelles peurs. Un nouveau mal et un nouveau bien. C'est une révolution spirituelle. L'éthique arc-en-ciel juge certaines choses acceptables et d'autres inacceptables. Mugabe, Xi Jinping sont acceptables, à la rigueur, mais acceptables. Éric Zemmour ne l'est pas. C'est la même chose pour la bioéthique. L'euthanasie est acceptable,
l'avortement est acceptable, mais pas l'eugénisme. Alors pourquoi? Vous avez certainement lu Coq en stock, quand le capitaine Haddock ne veut plus avancer dans le désert. Tintin ouvre un flacon, le bouchon fait glouc, et on voit dans le cerveau du capitaine Haddock une série d'engrenages qui établit l'égalité suivante. Glouc égale whisky, alors Haddock repart pour 15 km. Eh bien, l'eugénisme, c'est pareil. Ça fait glouc, et par une chaîne d'engrenages appropriée, glouc égale Hitler. Un autre exemple, le 20 avril 2002, toute la gauche traitait Chirac de facho, d'escroc, de pu des pieds. Et le 22, il était devenu le sauveur de la République. Grâce au glouc, Le Pen égale Hitler. La révolution est en marche, c'est une révolution par le haut. Elle est menée par des cols blancs, bac plus 10, contre des bleus de travail et des gilets jaunes qui sont aveuglés par l'instinct et les préjugés. C'est une révolution progressive qui pense et maîtrise des processus lents. Elle utilise tous les moyens de l'ingénierie sociale, toutes les ressources de la propagande. Cette révolution est une simple inversion. Elle met le bas en haut et le haut en bas. Cette révolution respecte l'autre avec un grand A et la Terre avec un grand G, comme Gaïa. Sa morale n'est pas discutable parce qu'elle repose sur la science, sur le consensus scientifique. Le consensus scientifique, je vous explique vite. Par exemple, c'est qu'il fait chaud et que c'est la faute de l'homme, surtout l'occidental, qui doit donc manger moins de viande, donner de l'argent au tiers-monde et à l'immigration, et être poli en plus avec les dames. Le consensus, c'est aussi, par exemple, que les races n'existent pas. Et c'est pour ça qu'il faut être antiraciste d'ailleurs. Un dernier exemple. Ils sont 6 millions. 6 millions de quoi, je ne me rappelle plus, mais le chiffre, je m'en souviens. Ils sont 6 millions. Je suis sûr, pas besoin de lire des livres là-dessus pour avoir une opinion. 6 millions, sûr, c'est le consensus, c'est scientifique. La révolution arc-en-ciel... La révolution arc-en-ciel a besoin d'argent, mais les multinationales sont LGBTQX-friendly, pro-migration, elles sont chasseuses de CO2. Mais la révolution n'a pas l'argent pour but. C'est le pouvoir que cherchent les plutocrates. Le libre-échange est d'abord le grand moyen de la révolution. C'est une révolution socialiste, au fond. Au nom du climat, elle redistribue les richesses du nord au sud. C'est une révolution policière, vous le savez tous. Des milliers de Little Brothers and Sisters signalent des contenus et des individus pour qu'ils soient censurés. Ce sont les agents de la délation vertueuse, les supplétifs attentifs du totalitarisme participatif. C'est une révolution pédagogique. Pour créer un homme nouveau, on construit des enfants nouveaux qui servent de matons, de mouchards et de guides pour les adultes. Leur dernière trouvaille est Greta Thunberg, prima et inter pares d'une génération de gogols dictateurs. Mais il y a eu des prototypes. En 2002 toujours, entre les deux tours de la présidentielle, l'éducation nationale avait jeté les balilas de l'arc-en-ciel, ce que j'appelle la pédago-jugend, dans les jambes de la bête immonde. Au reste, les bébés politiciens n'ont besoin ni de parler ni d'agir, leur image suffit. Les enfants nous dirigent, même morts, souvent mieux morts. Rappelez-vous le petit noyé sur la plage turque. La Révolution en marche est aussi féministe, naturellement, car qui tient la femme tient tout, c'est dire l'importance dialectique de l'islam dans le dispositif. Avec MeToo, le voile et 3 packs de bière, je vous tiens l'espace mental européen pendant 2 mois. C'est aussi une révolution des juges qui usurpe le pouvoir politique. C'est un coup d'État judiciaire permanent. C'est enfin la révolution des Bernard l'Ermite. Comme une bombe à neutrons, elle laisse debout
les apparences du monde ancien pour les adapter à l'homme nouveau. Le grand remplacement est un détail important de cette révolution. Malheureusement, Jean-Marie est parti, sinon j'aurais parlé sous le contrôle d'un expert en grand remplacement et expert en détail. Cette révolution avance au nom du bien. Elle voit en nous, en vous et moi, le mal lié au passé et elle nous élimine au nom du progrès. L'avenir, le bien, se définit comme l'absence de frontières. Pas de frontières de nation, de race, de langue, de religion, d'orientation sexuelle, de genre, ni même d'espèce avec les végans. De rien. Et le drapeau qui symbolise cette unité du bien dans sa diversité, sans frontières, est le drapeau arc-en-ciel. Il nous dit trois choses. Il y a l'arc-en-ciel des races et des couleurs, le drapeau de l'Afrique du Sud de Mandela, l'arc-en-ciel du vivre ensemble. Il y a l'arc-en-ciel sans frontières sexuelles, le drapeau LGBTQXYZ, l'arc-en-ciel négateur de la nature. Il y a enfin l'arc-en-ciel du climat et de la biodiversité, le drapeau de Gaïa, l'arc-en-ciel du panthéisme, et si on avait le temps d'en discuter, je dirais une sorte d'athéisme judéo-païen. L'unité de cette révolution bariolée se voit chez les militants qui sont les mêmes, ont les mêmes idées, les mêmes sentiments, les mêmes méthodes. Greta Thunberg, par exemple, porte un t-shirt Antifa et elle a posé avec le drapeau LGBTQXYZ. La révolution reste une et cohérente aussi dans le temps. Les trotskistes américains sont devenus néocons, les gauchistes français sont restés paléocons et mondialistes. Ils continuent 68 pour une société sans frontières, socialiste et financière. L'unité est aussi dans les objectifs. Les luttes convergent, comme ils disent, c'est-à-dire qu'il y a synergie des subversions. Les femmes, les gays, les noirs, les animaux, les bégonias, tout concourt à la révolution arc-en-ciel. Toutes les minorités dites opprimées sont exploitées aux fins de la même révolution. C'est pourquoi la révolution arc-en-ciel est interdisciplinaire. Les Verts, par exemple, qu'on pourrait croire intéressés par l'environnement, eh bien, ils s'occupent plus de GPA que de gestion forestière. Et puis, il y a l'intersectionnalité. C'est une trouvaille de la féministe afro-américaine Kimberly Crenshaw. Elle postule que dans l'appareil de domination installé par le mâle blanc hétérosexuel, certains individus situés à l'intersection de plusieurs minorités opprimées souffrent d'un cumul des handicaps. Ce sont des multidiscriminés. Sibeth Ndiaye, par exemple, Sibeth, c'est un joli nom, est victime à la fois de l'édophobie, des lédophobes, des idiotophobes et des vulgarophobes. Alors, voilà mon diagnostic. Maintenant, que faire pour de vrai? D'abord, l'union bleu-blanc-rouge contre l'arc-en-ciel, sans réserve aucune. J'ai bien aimé le laïus de Zemmour l'autre jour. Il m'a rajeuni, ça m'a rappelé les discours du Front National des années 80. Zemmour n'est pas le prophète ou le martyr, ni le penseur que certains chantent, mais il a du courage et il peut toujours être utile. Sur le radeau France, les carabiniers d'Offenbach et les ouvriers de la 11e heure ont leur place. À la convention des derniers Français, tout le monde est invité. Marion et son grand-père, et même leur tante et fille. Bellamy et Buisson, Serge Ayoub et Gérard Longuet, Zemmour et Soral, Escada et Camus, Bruno et Bruno, Robert et Robert, Roger et Karl, Le Gallou et Delesquin, Roland et Yvan Benedetti, Dupont et Nian, et les cathos de merde et les païens allumés, les rats noirs et les nationaux sionistes,
les fronts bas et les intellos pénibles, les rances, les saumâtres, les nauséabonds, et tous ceux qui veulent, à droite, à gauche et ailleurs, toute la France, en effet, est d'extrême droite. C'est Jacques Attali qui l'a dit. Quiconque défend la souveraineté de la nation, et j'ai bien entendu, antisémite et islamophobe. Antisémite. Sur quel ton faut-il qu'on vous le chante? Façon Orangina, antisémite? Ou bien orange, antisémite? A-t-il l'a confirmé? Nous sommes tous des délinquants d'extrême droite. Alors profitons-en. Notre stratégie est très simple. Pas d'ennemis à l'extrême droite. Pas d'ennemis à l'extrême droite. En face, la pensée complexe est tout aussi simple. Ils se fichent de nous et, en même temps, pardonnez-moi mesdames, ils nous la mettent profond. Pendant que l'invasion déferle, la décadence avance sous les espèces les plus farfelues. Procès aux coqs qui coqueriquent, aux vaches qui meuglent, mariage pour tous. La folie n'a plus de limite. Toutes les tyrannies minuscules et absurdes sont permises. Ce triomphe de la folie a deux fonctions. Il nous fait tourner en bourrique, d'abord, et puis il nous détourne du combat urgent. Pendant que je m'occupe des LGBTQXYZ et des végans, je ne fiche pas l'envahisseur dehors. Eh bien, je dis stop, on arrête. On sort du fantasme gauchiste où nous plongeons. On remarche sur les pieds, on regarde le soleil et les fleurs, et on éclate de rire à leur folie. Il vous a été dit que vous aviez raison d'avoir peur. Et moi, je vous dis, n'ayons pas peur, rions. On agit mieux dans la bonne humeur. La guerre intérieure menace. C'est une guerre intérieure et non civile. Avec ces millions d'étrangers hostiles sur notre sol, jusque dans nos forces armées. Mais il reste un moyen d'éviter l'écrasement, imiter la stratégie du FLN. Le FLN s'attaqua aux notables algériens, partisans de la France. De même, doit-on aujourd'hui s'attaquer aux tout-puissants collaborateurs de l'arc-en-ciel. Épargnons les sous-fifres, laissez les flics et les immigrés tranquilles. Ce sont les juges qu'il faut ramener à la raison, les évêques, les journalistes, les intellectuels, les associatifs, tous ceux qui répandent leur discours terroriste contre la nation, les vrais terroristes. Il faut que la peur change de camp. Fini le mur des cons, la 17e chambre, le Conseil d'État. Il y a des moyens pour ça, pas besoin de couteaux ni de bombes. La crème chantilly, l'huile de ricin, le goudron et les plumes. Et puis, prenons-les par la cravate et demandons-leur des comptes. Comment osez-vous nier le grand remplacement? Comment osez-vous proclamer le grand réchauffement? Comment osez-vous mentir depuis si longtemps? Comment osez-vous, vous qui avez la charge de la nation, la trahir si grossièrement, si gravement? Comment osez-vous voler aux enfants de France et d'Europe la conscience de leur splendide héritage, les rêves et les réalités magnifiques de leur civilisation, la vie aussi, de plus en plus souvent? Comment osez-vous gémir que le temps vous manque pour sauver la planète alors que c'est vous qui la mettez à feu et à sang? En 1969 déjà, le secrétaire général de l'ONU, Utante, disait « Il nous reste 10 ans pour sauver le monde ». Des millions de pantins beuglent aujourd'hui cette prophétie périmée, comme ils hurleraient « Gaïa ou Akbar ». Vos modèles mathématiques bidons masquent
la véritable urgence. Les prédictions d'Enoch Powell, de Jean Raspail et de Jean-Marie Le Pen, elles, se réalisent, hélas. Comment osez-vous pérorer quand vous avez installé en France et en Europe les conditions d'une effroyable guerre? Comment osez-vous donner des leçons quand les premiers ruisseaux de sang commencent à couler? Comment osez-vous simplement paraître encore à la lumière? Comment osez-vous? Comment osez-vous? Bravo. Bravo.